Avant tout, je voulais commencer en posant deux questions. La première, c'était, je voulais savoir qui c'est qui connaît les zéro déchets ici. Levez la main. Ah, d'accord. Il y en a qui connaissent Zero Waste ou pas? Un petit peu moins, ouais. Ouais, Zero Waste, en fait, c'est une petite association, enfin, petite, non, pas du tout, en fait, c'est une association nationale, mais on a un pôle local ici, qui est articulé autour de 3 points, en fait. La sensibilisation, donc ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc ça peut être dans des écoles, des ateliers, d'ailleurs, il y en a un atelier jeudi. Ça peut être sous forme de lobby. On fait pression, enfin une certaine pression sur, par exemple, le département, la mairie, sur un projet spécifique. Et aussi, pardon, j'oublie les slides. Il y a aussi l'accompagnement de projets dans le cadre de collectifs ou de résidences qui voudraient mettre un décomposteur ou un projet, en tout cas, dans le zéro déchet. Pour ce qui est de retour de la conférence, comment ça va se passer? Donc le but de la conférence, moi, ça va être de vous sensibiliser un peu plus, j'ai l'impression, au zéro déchet. En tout cas, que vous ayez des idées en plus. On va parler ensemble, on va échanger ensemble, en tout cas. Donc à n'importe quel moment, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, hein, genre non, tu dis de la merde ou je sais pas quoi, ou j'ai pas compris, levez la main, il n'y a pas de problème. Genre on est là pour ça, discuter. Donc elle sera articulée sur 2 points. La première, c'est déjà les déchets, autour des déchets, et la deuxième, ce sera sur les alternatives. Donc, puisque vous êtes à l'école, je vais vous demander, en fait, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez un petit groupe autogéré, dans lequel vous allez discuter pendant 5, 7, 10 minutes de, pour vous, c'est quoi un déchet, en fait? C'est quoi la définition pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Et j'ai juste pas fini. Et la deuxième question, c'est, d'après vous, en quoi c'est un problème? Actuellement, peut-être. Voilà, maintenant, vous pouvez commencer. D'abord, les déchets. C'est super en plus, ça rejoint à ce que tu dis. Moi, j'ai pris la définition qui est donnée dans le Code de l'environnement. C'est super bien détaillé. Les gens qui font la loi, parfois, écrivent des bonnes choses. Je trouve intéressant, c'est tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Donc ça situe le déchet plutôt au niveau de l'utilisateur, en fait. Un déchet, le déchet fait le bonheur des autres, en fait. Le déchet des uns fait le bonheur des autres, pardon. Donc c'est ça, en fait, la démarche de Zero Waste, en fait, c'est justement savoir, en fait, ce que c'est le déchet et est-ce qu'on ne peut pas le transformer, ce déchet. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est quoi un déchet? Alors, moi, je pensais que vous alliez tous parler de plastique. Il y en a qui ont parlé de plastique et trucs comme ça, ouais. Il faut savoir qu'en fait, dans nos déchets, il y a 1/3 de matière organique en France. 1/3 de nos déchets ménagers, c'est de la matière organique. Et la moitié, c'est de l'emballage. Donc c'est carton, plastique, métaux, aluminium. Et par an et par personne, on produit environ 580 kg de déchets, ce qui correspond à peu près à une vache laitière. Ça fait beaucoup, je trouve. Mais ça, en fait, c'est juste les déchets ménagers. Les déchets ménagers avec les déchets que vous mettez à la décharge. En fait, derrière, il y a énormément de déchets qu'on ne voit pas vraiment au quotidien, notamment par les entreprises. Donc là, on a 580 kg, 90 kg par personne. Si vous incluez les entreprises, c'est 14 tonnes par personne. Donc en fait, vous produisez 14 tonnes par personne, ce qui correspond à 14 voitures d'une tonne. Alors ça, c'est pour les déchets en France. Mais quand on prend en plus les déchets qu'on estime, qu'on exporte, qu'on importe, et les déchets délocalisés, ça veut dire que par exemple le chinois qui fabrique votre téléphone, on est à plutôt environ 50 tonnes. C'est assez difficile à déterminer, à vrai dire, hein. Il y a beaucoup de
non-dit derrière ça. On est à peu près à 50 tonnes de déchets par personne. Pour vous donner un équivalent pour se repérer, une brosse à dents, ça fait 20 grammes. Derrière, vous avez 1,5 kg de déchets. Une question ? Ouais. Juste comment est-ce que vous comptez vos déchets? Est-ce que c'est uniquement les déchets ultimes ou est-ce que c'est les déchets de chaque étape de production? Chaque étape de production, c'est-à-dire tout ce qui ressort de chez toi. C'est une super bonne question. Dès que tu le jettes, ça devient un déchet. Là, en France, on va utiliser un terme déchet valorisé quand tu vas lui offrir un avenir. Par exemple, on entend souvent ça pour l'uranium enrichi. C'est un déchet, ils essayent de l'appeler déchet valorisé justement derrière. Donc pour nous, c'est un déchet. Enfin, moi, je prends pas d'uranium chez moi, mais l'idée derrière, c'est en fait de lui donner une deuxième valeur. Mais ça reste quand même un déchet. Dans l'idée aussi, parce que j'ai un ordinateur avec moi, un ordinateur d'1 kilo, c'est à peu près 1,5 tonnes de déchets, pour donner une idée. Alors les déchets, vous n'avez pas parlé non plus de ce qu'on en faisait. En fait, dans ces déchets-là, une fois que vous les jetez à la poubelle, là on va parler des 590 kg qu'on jette par an, il y a seulement 13% qui sont recyclés en fait. Le reste, ça va partir dans l'incinération. Ça va soit être valorisé en tant qu'énergie, donc on va produire de l'énergie, soit en fait ça va rien produire, on va juste brûler la chose et ce sera tout. Après il y a une partie qui va partir dans les décharges en fait. On va enfouir ça dans le sol, donc dans ça on peut compter par exemple l'uranium, le plomb, le nickel, tous les métaux lourds en fait qu'on trouve dans les processus industriels. Et il y a une partie, alors c'est assez difficile à déterminer, hein. Les chiffres ils sont en gros, hein, qui va repartir dans le verre pour l'industrie agroalimentaire, et une partie qui va être exportée. Il faut savoir que nous on exporte beaucoup en Europe, mais on exporte aussi dans le reste du monde, et j'en parlerai de ça tout à l'heure. Pour revenir sur l'incinération, il y a un point qui est assez marrant, enfin non pas trop, mais par exemple à Toulouse, l'incinérateur de Toulouse, on en a un, il brûle à peu près par an 280 000 tonnes de déchets par an. Et sur une tonne de déchets, il reste que 200 kilos, une fois que vous avez tout brûlé. Et le reste, il y a une partie qui est enfouie, encore une fois, parce qu'en fait c'est trop toxique. Il y a une partie qui est réutilisée, aussi encore revalorisée du coup. Ils aiment bien ce mot-là. Pour les problèmes, moi j'en avais émis plusieurs. Il y en a un que vous en avez dit, genre c'était autour du gaspillage. On a le problème du gaspillage, on a le problème de la pollution, on a le problème de l'éducation, du recyclage. Moi, j'avais ajouté aussi problème géopolitique et problème de dépenses publiques. Alors, j'ai commencé par le gaspillage. Faut savoir que le gaspillage, c'est pas qu'à la maison, en fait. Le gaspillage, il intervient sur toutes les formes, enfin, sur toutes les étapes de la production, du champ jusqu'à votre maison. Faut savoir que dans le monde, quand la partie récoltée des fruits, enfin la partie qui est cultivée, il y en a un tiers qui n'est pas prise parce qu'elle a sale gueule en fait. Elle convient pas aux standards. Du coup, il y en a un tiers qui est gaspillé dans la chaîne. Et une fois qu'on arrive à la maison, on est à environ à peu près 50% de l'alimentaire qui a été gaspillé au total dans la chaîne. Donc c'est assez gros, assez énorme. Aussi, là, le problème d'éducation, le recyclage, je ne sais pas si vous êtes capable de me dire, par exemple, lequel de ces signes veut dire que c'est recyclable. Il y a un gros non-dit en France, une mauvaise éducation, il n'y a pas d'unité nationale. Genre, si vous allez à Paris ou Toulouse ou Bordeaux, Marseille, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes consignes de recyclage, les mêmes couleurs. Alors, pour ceux qui se posent des questions, tout ce qui est à gauche, c'est recyclable. Donc le triangle vert, ça veut dire que c'est recyclable. Le logo là, avec le mec qui jette un truc avec 3 flèches, ça s'appelle le Triman. Ça veut dire que c'est recyclable. Là, on a un logo particulier, la triple flèche, vous voyez, avec un chiffre à l'intérieur. Ça, c'est pour expliquer votre type de plastique. Donc quand c'est la lettre 1, ça veut dire que c'est recyclable. La lettre 2, c'est recyclable, mais la lettre 3, en fait, ça dépend d'où est-ce que vous êtes.
Donc, surprise, à Toulouse, on ne recycle pas ce plastique. Et donc, pour toutes les autres chiffres, 6, 7, 8, 9, enfin, ça va jusqu'à 7 en fait, ce n'est pas recyclable. Après, vous avez la même chose pour l'aluminium et pour le verre. Et pour tous les trucs qui sont à droite, en fait, ça veut rien dire, en fait. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que c'est recyclable, en fait. Donc, il y a un gros problème au niveau du recyclage. Faut savoir qu'en France, il n'y a que 20% du papier qui est recyclé. Ça, c'est à cause du tri, déjà, en amont. On ne trie pas souvent le papier. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que vous utilisez des stylos. Et les stylos Bic, en fait, l'encre n'est pas dégradable, en fait. Il n'y a que le crayon de bois ou les pastels, pour ceux qui aiment bien dessiner, qui sont dégradables. Le reste, en fait, ne l'est pas. Donc, même quand vous jetez votre papier, en fait, il y a une partie qui vient polluer l'eau et tout le reste du papier. Donc, ça ajoute du processus, du gaspillage dans toute la chaîne. Après, le plastique, c'est la même chose. 15% du plastique est recyclable. Et encore, je ne sais pas si c'est moins. Il y a beaucoup de sortes de plastique. Il y en a plein en fait de processus qui sont pas menés dans les entreprises, dans les entreprises de recyclage. Le plastique n'est pas recyclable, et bon, ça vous savez. Et les métaux, c'est un truc de malade en fait. En France, on recycle pas beaucoup le métal. En général, on l'exporte. Et dans les métaux, en fait, le recyclage, il n'est pas à l'infini en fait. Par exemple, le plomb, non pas le plomb, l'or, le nickel, le tantal, les terres rares, le cuivre, tout ça, c'est un taux de recyclage inférieur à 15%. Ça veut dire que quand vous avez une barre de cuivre, enfin non pas une barre, mais un produit avec du cuivre à l'intérieur, il se peut qu'il n'y ait que 15% qui soit recyclé. Sachant qu'en plus de ça, plus vous avez des matériaux fins, donc un ordinateur, il y a des puces électroniques, dans votre panneau solaire, génial pour les énergies renouvelables, ben en fait c'est des fines couches et ça c'est pas facile de recycler en fait. Voire même en fait c'est juste bazardé. Il n'y a pas de processus assez fort. Enfin ça sert à rien en fait de mettre autant d'énergie pour recycler ces choses-là. Donc il y a une réelle perte dans le recyclage. Le recyclage c'est pas on ne peut pas recycler à 100%. Et la position de Zero Waste, justement, elle est là. De Zero Waste, de la démarche Zéro Déchet, c'est pas pousser au recyclage. Le recyclage, c'est super bien. Moi, je vous pousse tous à recycler. Le problème, c'est que le recyclage, c'est la fin. C'est le dernier maillon de la chaîne. Et on peut agir un petit peu plus en amont, déjà à la production, à l'achat. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi dans le terme de pollution, quand on stocke nos déchets ou qu'on les jette, on trouve ça dans la terre, donc ça pollue les terres. On a aussi problème de particules fines quand vous incinérez. Enfin, c'est pas que le déchet qui fait ça, il y a pas mal d'autres choses. Mais ça pollue énormément. En France, on est à peu près à 35 800 morts en 2015. C'est plus que les attentats. On a par exemple les continents plastiques. Alors ça, vous en avez parlé beaucoup. Alors contrairement à ce qu'on pense, les continents plastiques, vous n'allez pas trouver des tables et des chaises en plastique dans l'océan. En fait, c'est des microparticules. C'est vraiment invisible. Donc vous pouvez vous amuser à traverser l'océan Atlantique, parce que c'est surtout là qu'il y a le plus gros continent, sans jamais rien trouver. Il y a une association qui s'appelle Ocean Cleanup. Ils ont acheté un bateau, ils ont mis un filet derrière leur bateau et ils ont avancé. Au bout de 3 mois, ils ont récupéré 2 kg de déchets. Le reste passait dans les mailles, en fait. C'est pas assez fin. Donc, en fait, le plastique lui-même se dégrade de plus en plus petit, en tout petit, ce qui rend la chose impossible, en fait, à récupérer. Donc ça, c'est un énorme problème. Et bon, pour l'histoire, en fait, dans le Pacifique, la plus grosse pollution marine en termes de plastique, ça vient en fait d'Asie et d'Afrique. Par les grands fleuves en fait. Donc les gens en fait sous manque d'éducation et manque d'action des pouvoirs publics, le plastique et les objets comme ça en fait vont dans la rivière et finissent en fait dans la mer. Donc il y a une autre association dont j'ai oublié le nom qui s'occupe justement en fait de nettoyer les rivières. Donc leur idée c'est justement de passer des bateaux et remonter la rivière et récupérer tous les déchets en amont pour éviter qu'ils finissent dans l'océan.
Et du coup, en fait, il y a aussi la pollution de la vie. Il y a WWF, je ne sais pas si vous avez vu cette affiche dans les métros ou je ne sais pas où, en ville. 9 oiseaux sur 10 en 2050 aura bouffé du plastique. En 2050, il y aura autant de poissons que de plastique dans l'océan. Et en 2050, on est censé arriver à une neutralité carbone aussi. J'aurais pu prendre pas mal d'exemples, les minerais, parce que nous, on est... Ah. Est-ce que le recyclage du verre pose un problème en France? Le recyclage du verre. Alors, le recyclage du verre, ouais, j'en ai pas parlé, parce qu'en fait, ça se passe super bien. En fait, c'est un vieux principe. On a une société où on avait mince, j'ai oublié le nom. On récupérait les bouteilles pour les laver et puis quand elles étaient impropres à l'utilisation, en fait, on les réutilisait derrière, on les recyclait derrière. Donc vu que c'est un très vieux process, en France, on le recycle super bien en fait. Je pourrais pas te donner les chiffres parce que je les ai pas en tête, mais disons qu'en fait c'était trop positif en fait. Du coup, je l'ai pas mis. Ouais. Cool. Pour rebondir sur sa question, peut-être que le verre, ouais, c'est super bien recyclé, mais ça pompe pas mal d'énergie, je crois, pour refaire fondre tout ça. Oui, complètement. Ouais. En termes de, du coup, en termes de pollution et d'économie d'énergie, ce serait pas plus intelligent de revenir à la consigne? Ah, complètement, hein, je suis complètement d'accord. C'est peut-être pas si bien que ça, du coup, le recyclage du verre? C'est mieux que le plastique. Ouais, ok. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. En effet, le recyclage, c'est 1500 degrés pour juste fondre une bouteille et 1500 degrés pour ensuite lui redonner une nouvelle forme, sans compter le coût du transport. Et donc, si vous voulez réutiliser les bières et avoir des bières consignées, c'est maintenant disponible sur l'INSA. Alors, pour commander... Pour commander, vous pouvez aller sur Save My Beer, donc c'est sur Facebook et sur Instagram. Ou sinon, vous pouvez aussi nous retrouver donc jeudi après-midi lors de l'Impact Village. On sera là, il y aura de la bière, de la musique, donc venez, on sera bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour revenir sur... on reviendra sur justement la consigne parce que c'est super intéressant, mais effectivement, en fait, en France, on a tendance à casser le verre, enfin vous jetez le verre, alors que pour ceux qui ont eu la chance de partir, de voyager un peu, en Allemagne ou en Amsterdam, aux Pays-Bas, vous avez la possibilité de... Enfin, toutes les bières, en fait, sont en consigne. J'ai pas de mémoire que ça soit pas en consigne. Donc c'est quelque chose qui est pas mal, mais qui n'est pas du tout mis en avant en France. Ça, c'est un énorme problème. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Élise Lucet sur le Coca-Cola. C'est assez intéressant. Justement, il parle justement de ce problème de consigne. Pour revenir du coup sur les problèmes géopolitiques, par exemple, la France, elle produit plus trop de minerais. Vous n'avez plus de mines de charbon, fort heureusement. Vous n'avez plus de mines de fer. Donc du coup, on importe beaucoup. On importe beaucoup de matières premières ou matières transformées issues de cette matière première. La plupart des matériaux viennent d'Afrique, d'Asie ou des autres continents en fait. Pas d'Europe ou un peu d'Allemagne peut-être. Et là, je voulais prendre plus le cas du pétrole parce que c'est vachement lié au plastique. Et la France est un grand transformateur de pétrole brut en plastique. Donc il faut savoir que par exemple, nous, on importe pas mal de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous connaissez ce pays, mais c'est pas une démocratie. C'est pas très, ils sont pas antisexistes là-bas non plus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a en ce moment une guerre au Yémen qui fait beaucoup de morts, dont on n'entend pas parler assez, je trouve. Et la France, pour équilibrer sa balance commerciale, par exemple, vend des armes à l'Arabie Saoudite. Donc il y a pas mal de problèmes géopolitiques de dépendance vis-à-vis de certains produits qui poussent à certains problèmes en fait, éthiques. Et pour rebondir justement sur cette utilisation, par exemple, de pétrole, faut savoir que 40% du plastique en France
est utilisé pour l'emballage. Le reste, ce sera utilisé par exemple pour les tubes de PVC, pour les câbles, pour l'isolation, pour toute autre utilité, une table peut-être, mais pas pour le plastique. Ouais. Faut savoir aussi que par exemple qu'on exporte beaucoup en fait. On exporte surtout en Europe nos déchets, mais on exporte énormément à l'international. On a 28% de nos déchets qui sont exportés. Il faut savoir que l'Europe est très friand en fait d'endroits où jeter ses déchets. Il y a eu un problème d'ailleurs avec la Chine récemment où ils ont remis à la baisse à la hausse leurs critères en termes de réception de déchets. Alors là, par exemple, pour la France, ça s'appelle un déchet valorisé quand il le vend à un autre pays. C'est assez marrant. C'est un énorme problème parce qu'en fait, nous aussi, derrière, il y a des déchets que personne ne veut. J'ai parlé de l'uranium, par exemple. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui est ultra content d'avoir de l'uranium chez lui. Du coup, on se met à stocker en fait de l'uranium. On se met à construire des choses immenses, super structures, super bien, des bijoux du génie civil. Mais ça a un coût énorme. Et c'est là que j'en viens justement aux dépenses publiques. Il faut savoir qu'en France, dans le déchet, juste dans le déchet, le gouvernement dépense 16 milliards d'euros pour les déchets. Ça, tout autour du déchet du début jusqu'à la fin. Et, notamment 1,6 milliard pour nettoyer nos rues. Donc, en fait, nous, on ne pollue pas la mer parce qu'en fait, on a des pouvoirs publics qui nettoient à notre place. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Chine, de l'Inde. Donc on a beaucoup de chance en fait, mais c'est extrêmement cher en fait. Ça coûte énormément de cher en fait de nettoyer. J'avais une autre idée, j'avais une autre dépense. Par exemple, un incinérateur aussi, ça coûte super cher. À Paris, enfin à côté de Paris, ils sont en train de construire un incinérateur, ça coûte 2 milliards d'euros. Donc par exemple, ça pourrait servir à autre chose. Comme je sais pas, il y a un exemple que les gens aiment bien, c'est les hôpitaux, un hôpital par exemple. Ça a aussi un autre coût, par exemple, c'est que toute cette pollution, j'ai pris l'exemple de l'air parce qu'il y a beaucoup de chiffres dessus, mais en Europe, par exemple, ça coûterait à l'Europe 1,4 milliard d'euros de la pollution de l'air. Ce qui est beaucoup plus que toutes les fraudes fiscales, enfin, pardon, les fraudes, ce qui est plus que les fraudes aux aides sociaux. Donc ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Donc la démarche zéro déchet, enfin, là je vous ai donné pas mal de chiffres, de trucs un petit peu pour travailler dessus. L'idée derrière en fait c'est de pas acheter en fait. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. La démarche zéro déchet, l'idée c'est en fait de réfléchir avant l'achat, d'où vient mon produit un petit peu. Pendant, quand je l'ai en fait, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux pas allonger sa durée de vie? Et après, qu'est-ce que j'en fais en fait? Et du coup, là, j'aurais deux questions à vous poser en fait. C'est d'après vous, quelles sont les alternatives à ça? Ou pas en fait? Parce que parfois, en fait, il n'y a peut-être pas d'alternative actuellement. Ouais, du coup, vous avez fini? Ah, nickel. Du coup, en fait, moi, j'aimerais bien savoir, en fait, pour vous, quelles sont les alternatives ou pas en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer? Qu'est-ce que vous faites en fait aussi, vous, au quotidien, dans l'alimentation ou dans la cuisine? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Moi, si je peux donner une idée comme ça en premier lieu, moi j'achète en vrac, par exemple. Est-ce que c'est pas plus cher aussi d'acheter en vrac aussi? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est une très bonne question. Ça dépend, en fait. Ça va dépendre de ce que tu vas acheter. Donc, si tu appelles en vrac tous les produits, tout ce qui va être produit transformé, ouais, ça va être super cher. Si tu achètes du riz, non, ça va être moins cher. Si tu achètes des pâtes, ça va être plus cher. Si tu achètes de la semoule, tout ce qui est transformé en fait va être généralement plus cher. Mais si tu vas au marché, si tu vas dans des épiceries où tu vas acheter du sel, bon peut-être pas le sel, mais tu vas acheter des fruits et des légumes, en fait ça peut te coûter moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai un régime végétarien. Végétarien. Mais
Mais je dépense à peu près 7 € par semaine, en fait, pour me nourrir. En fruits et légumes. En fruits et légumes. En fruits et légumes. Donc l'idée comme quoi, en fait, c'est cher, bah, ça dépend, en fait. Ça dépend ce que tu achètes. Si tu achètes, par exemple, si vous achetez des produits ménagers aussi, ça va vous coûter moins cher en vrac. Carrément moins cher. Mais ça, on va en venir un peu plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées, par exemple, en cuisine ou en alimentation, des choses auxquelles vous pensez, des choses avec le zéro déchet, en lien avec la réduction de déchets? Manger des insectes. Mais pour l'instant, ça coûte trop cher, du coup, c'est un peu compliqué de s'en fournir, mais ça fait partie des alternatives. Mais alors, du coup, en quoi, en fait, une réduction des déchets? Qu'est-ce que dans Au niveau de la production, la viande, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de choses pour nourrir les animaux, alors que les insectes, ça demande rien. Niveau bouffe, ça demande rien du tout, et niveau emplacement dans le sol, ça demande pareil, rien du tout. Il faut juste accepter de manger une sauterelle, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses, par exemple, que... là, on va changer de sujet, donc... on va changer de sujet. Moi, je ne vais pas partir vraiment sur l'alimentation, mais c'est super intéressant sur les insectes. Mais ouais, d'accord, ok, je regarderai. Est-ce que tu as des chiffres ou des choses Pas du tout, non. Mais il me semble qu'en apport protéines, c'est beaucoup plus dense au niveau protéines que du bœuf ou quoi. Mais étant donné que c'est très cher, parce que personne n'en veut, personne n'en demande, en France, c'est pas possible de trouver ça à prix abordable. À part à Nature et Découverte en kit. Bon. Une question là-bas, enfin une question, un truc. Juste par rapport à l'alimentation, en fait, je pense que c'est quand même vachement lié à une vie minimaliste. C'est-à-dire que pour produire un minimum de déchets, il faut en priorité, certes, consommer le moins possible de produits avec des déchets, enfin des emballages, on va dire, inutiles. Mais après, c'est assez compliqué financièrement en ville d'être totalement zéro déchet, je pense, parce que ça reste assez quand même compliqué de tout acheter en vrac. Et par contre, je pense que ça dépend en fait la localisation de là où la personne vit, mais par exemple en campagne, quelqu'un avec une vie minimaliste, avec une alimentation autonome, certes, lui, il aura beaucoup plus de facilité à être dans une démarche zéro déchet en fait. Tout dépend de la localisation de la personne et de son budget, je pense. En soi, si la personne n'est pas autonome alimentairement parlant. C'est une assez bonne remarque parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, si la personne n'est pas autonome en campagne, elle va générer beaucoup plus de déchets en fait beaucoup plus. Les centres commerciaux, les artisans aux alentours ne vont pas forcément lui permettre de trouver des épiceries de vrac. Tu trouveras difficilement de la semoule, du riz, des pâtes, du poisson sous forme de vrac par exemple. Il faudra aller dans le carrefour du coin. Du coup, en fait, en général, c'est même beaucoup plus facile en ville. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais à Toulouse, en fait, il y a une super... il y a vraiment un effort qui est fait. Quand je suis arrivé, il y avait 3 épiceries. Maintenant, on est à 7 épiceries en vrac à Toulouse. Donc, il y a une sorte d'explosion. Et puis, je ne sais pas si vous avez dû voir, même dans les Carrefour, dans les Leclerc, dans les Spar, il y a déjà des trucs de vrac. Mais c'est vrai que ça a un coût. Là, on tourne autour du vrac. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? On n'est pas obligé on peut continuer à parler du vrac. Pardon. Pour passer au niveau du vêtement, moi ce que je fais surtout c'est les braderies et vêtements de seconde main. Donc selon où on va, ça peut coûter plus ou moins cher. Si on est de la seconde main de quelque chose des marques qu'on connaît tous ou des marques plus de luxe, mais ça permet de donner une seconde vie à tous ces objets. T'achètes où la seconde main? Alors des braderies, moi je vais chez ma grand-mère, elle habite Montpellier, il y a des braderies tout le temps, mais
pas trop à Toulouse, mais je sais qu'il y en a plein. D'accord. Ouais, super. Ça peut paraître un peu dégueu, mais c'est gratuit. C'est récupérer les déchets des magasins, en fait, qui eux balancent, récupérer dans les poubelles tout ce qui est périmé de un jour ou qui est impropre à la consommation parce que c'est abîmé ou quoi, bah le récupérer. Ouais, il y a déjà, ça s'appelle glaner, ouais. Il y a déjà pas mal d'endroits où on peut glaner. Alors en ville, c'est difficile en fait de faire ça parce qu'il y a une forte population qui en demande de ça. Mais si vous vous éloignez, si un jour ça vous intéresse, il y a des pôles, notamment à Balma-Gramont, où vous pouvez justement, il y a des gens qui glanent dans les supermarchés. Ça dépend en fait. Il faut une voiture en général, c'est plutôt facile, c'est plus dans ce sens-là. Mais ouais, c'est une alternative. Mais le problème de ça, c'est que on ne fait que récupérer les pots cassés du gaspillage en fait. Autre question ? C'est moi qui ai la parole. Bon alors, pour revenir sur le thème, nous on avait fait plutôt une grosse liste, mais on n'avait que vu les alternatives. Du coup, on avait utilisé préférentiellement des produits bruts afin d'éviter les transformations et les additifs. Jardiner si c'est possible. Limiter l'électronique, genre quand je sais pas, quand on fait de la mayonnaise ou des trucs comme ça, utiliser une fourchette et ses bras quoi. Éventuellement partager les appareils quoi, mutualiser, acheter local, bio et de saison de préférence, mais là c'est pareil, on revient sur le coût, ça coûte beaucoup plus cher. Des sacs en tissu pour le vrac, putain mais limiter le frigo congélateur, mais là aussi c'est chaud. Limiter les produits d'origine animale et ensuite cuisiner en bonne quantité, genre pour éviter le gaspillage dans les frigos et tout ça. Voilà. Moi, je connais une appli qui s'appelle Too Good To Go et qui est super bien pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est des commerces, des magasins, des boulangeries, des hôtels qui bradent les invendus du jour. Et donc, on peut venir les récupérer. À Toulouse, il y a plein de commerces comme ça. Du coup, au niveau de l'alimentation aussi, je pense qu'on a tous pris l'habitude d'éplucher et de jeter au niveau des légumes. Et si on revenait juste à les laver, il y a plein d'alternatives pour cuisiner les déchets des légumes. Tu as des exemples ou pas ? Bah, avec les épluchures, la soupe de panne de radis, pour les épluchures, on peut faire des chips. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà. Après, moi, je voulais parler par rapport au divertissement, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous par rapport aux soirées, quand on va en bar ou en boîte. En fait, tout simplement, essayer de favoriser des lieux alternatifs. Ils existent, il y a des bars qui sont collaboratifs, participatifs, avec une certaine éthique, comme par exemple à Arnaud Bernard, la Maison Blanche, et d'autres. Enfin, ça se trouve, quoi. Et du coup, par rapport au divertissement, c'est un des gros points quoi, qui peut être facilement abordable par tout le monde. Quoi. Ouais, les bars associatifs, c'est pas mal. Bon, on va avancer la conférence. En termes d'alimentation, ça a déjà été dit, le contenant en fait. Au lieu de vous ramener au supermarché en attendant que l'autre ramène son sac plastique, enfin prendre le sac plastique du supermarché, en fait, vous pouvez ramener vous-même votre contenant. Il faut savoir que chez Carrefour, par exemple, pour ceux qui veulent de la viande ou du poisson, vous pouvez aller ramener votre contenant, votre boîte au Carrefour, et il met la viande, le poisson dedans. Donc il n'y a plus besoin de mettre du papier plastique en plus. Les boîtes, les bocaux pour stocker n'importe quoi. Vous pouvez réutiliser pour vos épices, vos gourdes aussi. Pour stocker de l'eau au lieu d'acheter une bouteille d'eau en plus. Et là, par exemple, on parlait de prix, mais si vous achetez juste le sandwich sans la bouteille, ça vous coûte moins cher quand même. D'avoir votre propre gourde de Coca-Cola, par exemple. Enfin, quoi que le Coca-Cola, je suis pas pour, mais...
Le sachet, ouais. Les sacs réutilisables, donc vous avez des sacs en tissu. Enfin, il y a énormément d'idées en fait. Donc en tant que consommateur, en fait, on peut nous-mêmes déjà réduire cela. Après, il y a aussi une autre alternative en fait qui est en train de se faire, c'est la consigne en fait. À Toulouse, il y a une association dont j'ai oublié le nom, tiens. Quoi ? Éthique Emballage qui fait de la consigne. Ça, c'est super bien. Alors, le problème avec ça, c'est que c'est plutôt les citoyens qui se bougent. On peut faire des actions nous-mêmes, mais parfois, on a besoin des pouvoirs publics, la mairie, la commune. Donc, il ne faut pas hésiter à les sensibiliser. Donc, soit par l'intermédiaire d'associations, donc par exemple, nous, c'est ce qu'on milite, soit vous pouvez carrément vous-même envoyer un mail ou appeler le maire. J'ai pas son numéro, mais vous pouvez trouver ça sur la mairie, les élus. Juste un mail. Et en fait, c'est pas votre mail, mais si vous le faites à plusieurs, par exemple en groupe, ben du coup, ça a un impact. Il faut savoir que, par exemple, il y a eu une action récemment qui a été faite à Rouen, au niveau de la consigne. Les habitants ont envoyé des mails à la mairie. Ils ont reçu 1200 mails en une semaine. Les gens spammaient. Il y a un projet de construction en ce moment, par exemple. Ils sont en train de réfléchir. Enfin, ça devient un des sujets des rendez-vous de la mairie. Dans la cuisine, au lieu d'avoir votre couteau, votre fourchette en plastique, vous pouvez vous-même l'avoir. Moi, j'ai toujours ma fourchette, enfin pas là, mais d'habitude, j'ai toujours une fourchette et une cuillère. Les serviettes en papier, en fait, ne sont pas recyclables. En fait, amenez votre serviette, en fait. Bon, après, il faut la laver, mais... la paille, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a un amendement qui vient d'être sorti, non, un projet de loi, pardon, de l'Union européenne qui veut réduire les plastiques à usage unique en 2025. Mais donc c'est en train de progresser, donc si ça se trouve bientôt au Subway vous aurez des pailles en métal. Pour l'alimentation, vous avez le marché. Alors contrairement à ce qu'on pense, le marché, faut le trouver, hein, mais le marché, ça coûte moins cher pour les fruits et légumes. Le kilo de tomates, c'est, je crois que c'est 1,25 le kilo de tomates en supermarché. C'est beaucoup moins dans le marché. Là, vous avez vraiment en contact du producteur, vous pouvez lui parler. Ou si vous n'avez pas envie de lui parler, c'est pas grave, hein, lui parlez pas. Vous avez les épiceries en vrac, donc on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est vrai que c'est plus cher, hein. C'est vrai que c'est plus cher, mais vous pouvez aussi acheter le produit brut. Vous avez les AMAP aussi, les AMAP, Association au maintien de l'agriculture biologique, paysanne, pardon. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous êtes vraiment avec le producteur et donc vous payez vraiment. Enfin, le mec vit vraiment de l'argent que vous lui donnez. C'est pas plein de personnes qui passent à la chaîne. C'est vraiment le gars qui va gagner sa vie avec ça. Donc consommer, c'est aussi un petit peu voter pour un mode de production. Après, c'est un certain coût, donc tout le monde ne peut pas le faire. Après, c'est aussi une implication. Quand vous faites partie d'une AMAP, vous devez rester 1 an dans l'AMAP. Donc toutes les semaines, on vous donne des fruits et des légumes. Puis les AMAP n'ont pas les mêmes fruits et légumes. Enfin, il faut se renseigner au niveau de ça. Moi, je vous conseille, si ça vous intéresse, de taper AMAP Toulouse et vous avez une carte de toutes les AMAP. Il y a une AMAP qui est aux Arènes, bon, c'est un peu loin d'ici, mais qui est super bien parce qu'en fait ils sont au rythme étudiant, donc ils marchent, ils ne distribuent pas pendant les périodes de vacances, donc ça vous évite de payer ces moments-là, et qui est super bien. Bon, maintenant c'est un peu trop tard, je crois, pour adhérer, mais c'est tous les ans. Enfin, eux ils travaillent par trimestre. Sinon, vous avez 2 sites. Le Colibri, il y a une petite carte des alternatives. Vous pouvez avoir toutes les épiceries, les marchés, ou vous pouvez aller sur le site de la mairie pour avoir les marchés. Vous avez le Transiscope, qui est un super outil, qui va aussi vous donner toutes les alternatives. Enfin, ces deux sites-là, en tout cas, dans la démarche de zéro déchet, ils sont géniaux parce que vous avez plein d'indicatifs sur ce que vous voulez. Enfin, dans l'idée de transition énergétique. Et donc, du coup, ouais, l'idée, c'est de raccourcir le circuit entre le producteur et vous, parce que là, vous limitez les déchets, en fait. Vous limitez la perte, le gaspillage. Il n'y a que du gain, en fait, derrière. Il y a aussi, là, tout à l'heure, on a parlé de cuisiner, en fait, ces déchets. Parfois, en fait, vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez peut-être pas envie. Le compostage. Donc, il y a plusieurs types de compostage. Vous pouvez composter vous-même
Vous pouvez avoir un compostage par putréfaction, ça c'est ce qui est souvent utilisé dans les petits jardins, mais vous pouvez aussi avoir un lombricomposteur où vous avez des lombriques. Donc il y a soit d'extérieur, soit d'intérieur. Moi j'en ai un à la maison. Quand on s'occupe bien de son composteur, ça sent pas, parce que sinon ça pue. Et sinon, en fait, à Toulouse, vous avez la chance d'avoir des composteurs de ville. Donc ça veut dire que vos déchets, au lieu de les foutre dans votre poubelle, je parle de déchets organiques, vous pouvez les mettre dans un autre bac spécial et du coup, en fait, l'amener à un composteur de ville. Donc si vous allez sur Partageons les jardins, vous avez une petite carte de tous les composteurs, enfin de tous les jardins partagés. Et donc du coup aussi, vous pouvez trouver un composteur. Je ne sais pas où vous habitez, mais... Ouais, il y en a un sur l'INSA. Il y en a un sur l'INSA, mais si genre... voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et si un jour il y a trop de gens qui amènent des déchets, un truc comme ça. Mais il est où d'ailleurs sur l'INSA? À côté du tronc? Du trou? D'accord. Il y en a un aussi au jardin, s'il y en a qui habitent au R5 ou R6. 2, on me dit, j'entends là-bas. Là. 2. Non, mais ça allège vraiment votre poubelle, parce que du coup, ça fait des déchets en moins, parce que en fait, vous valorisez ces déchets, vous pouvez les utiliser. Alors, si vous les mettez en fait pour la ville va l'exploiter, ces déchets, va les réutiliser, mais vous-même, si par exemple vous avez envie un jour de faire ça, il y a des ateliers pour faire soi-même son lombricomposteur. Et donc en un mois, vous avez déjà en fait du terreau que vous pouvez utiliser pour vos plantes si vous aimez faire de la plantation, du jardinage, des choses comme ça. On n'a pas parlé d'hygiène et propreté. Une question? Ouais, pardon. Les ateliers lombricomposteurs, c'est quoi? C'est où? Alors c'est une très bonne question. Et c'est quand? Alors, on va arriver par exemple sur la facette projet de atelier de Zero Waste. C'est-à-dire que si vous avez une demande un jour, vous voulez savoir faire telle ou telle chose, vous faites une demande par exemple à Zero Waste sur un atelier, ou alors vous regardez sur le Facebook. Et donc du coup, en fait, faut s'inscrire. Je crois que c'est un peu ça doit être payant, genre 5 balles ou 2 balles. Je suis pas sûr en fait. Moi, je l'ai fait tout seul. Je vous invite à utiliser YouTube. Ça fait tout pour vous. Pour vous donner une idée, un lombricomposteur donc d'appartement, parce que c'est ça que j'ai. Vous allez avoir plusieurs étages. Et du coup, il y en a un étage où en fait vous allez avoir la nourriture que vous mettez. Un autre étage où en fait c'est un étage intermédiaire où les lombrics vont aussi passer. Un troisième étage là où il va y avoir le compost. Et un autre étage où c'est le jus en fait qui va être là, qui est un super engrais. Donc ça après vous pouvez l'utiliser. En termes de comment c'est fait, moi c'est fait à partir de récupération de bacs de poissons. Faut savoir que dans la démarche zéro déchet, toutes les entreprises payent leurs déchets. Ça leur coûte un fric monstrueux. Donc vous allez voir un poissonnier, vous lui demandez les bacs de poissons, il sera super content de vous les donner parce que ça réduit ses charges en tout cas de déchets. Et ça peut marcher pour autre chose, hein, pour le bois, pour ce que vous voulez. Est-ce que ça répond à la question ou pas Si, il y a un petit truc, j'en reviendrai après, mais dimanche prochain, il y a un mini-village des alternatives autour du déchet qui est organisé à Ramonville-Saint-Agne. Et donc là, vous aurez pas mal d'ateliers. Il y aura un Zero Waste qui sera là, mais il y a plein d'autres associations, même des entreprises qui sont là justement pour faire des ateliers et sensibiliser autour du déchet. Mais ça, ce sera après. Je vous en parlerai encore après. On n'a pas parlé d'hygiène et propreté. En fait, vous pouvez réutiliser vos propres vêtements pour faire une éponge, par exemple. Ça, par exemple, on va essayer de faire ça jeudi, si ça vous intéresse. Donc, ramenez vos chaussettes, vieilles chaussettes, vos vieux t-shirts, vos collants. Ça marche super bien, les collants de filles. Pour faire des éponges. Pour le nettoyage, ça coûte carrément moins cher. Vous pouvez faire tous vos produits vous-même.
Moi, j'ai ma lessive, ça m'a coûté 5 € et ça va faire 2 ans que je l'ai. Et ça, vous avez juste besoin d'eau, de savon de Marseille et de bicarbonate de soude. Mais avec ces éléments, en fait, bicarbonate, vinaigre, cristaux de soude, acide citrique, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez pour nettoyer. Donc là, il y a plein de trucs, lessive, shampoing, vaisselle, dentifrice, déodorant. C'est vraiment les trucs de mamie, en fait. Voilà. Ouais, de l'eau, de bicarbonate de soude. Aussi, vous pouvez en fait changer certains éléments, genre votre brosse à dents. Tout à l'heure, on a parlé en fait de la brosse à dents qui avait derrière elle 1,5 kg de déchets. Il y a 2 types de brosses à dents que je connaisse, c'est en bambou. Et il y en a une autre où, en fait, où vous avez juste la tête à changer. Donc au lieu de jeter toute la brosse qui est en plastique, tac, vous avez juste la tête à changer. Il y a une question ? Ouais, et la tête est recyclable, effectivement, ouais, la tête est recyclable. Alors, pour ceux qui aiment bien parler carbone, celui qui a l'indice carbone le plus bas, c'est celui où on peut changer la tête, par exemple. En parlant d'hygiène, ça c'est plutôt hygiène féminine. Pour les menstruations, je pense que les filles savent plus que moi à ce niveau-là. Vous avez la cup et la serviette hygiénique. Vous pouvez laver vous-même, enfin laver la serviette. Mais ça, je vous avoue, je connais pas trop. Je vais pas être pas très bon pour parler de ça. On va parler sur les logements et les vêtements. Les vêtements, en fait, un truc tout con. Les réparer vous-même. Enfin, soit vous-même, soit vous pouvez aller voir une couturière. Ça peut coûter cher parfois, mais si vous avez tendance, en plus on est jeune, donc c'est génial, vous faites un grand sourire, il suffit que ça soit une petite mamie et ça vous coûte pas très cher. Là où je travaille, c'est, à chaque fois, elle me fait des super prix, genre 5 € pour un manteau, 2 pantalons et un t-shirt. Donc en fait, ça coûte moins cher que changer un manteau et 2 pantalons et un t-shirt. Vous pouvez aussi réparer vos chaussures. Faites-le vraiment en avance, la réparation de chaussures, parce que moi je me retrouve avec des chaussures qui sont trouées. J'ai voulu essayer de les réparer, le mec a fait non, c'est marrant. Bon, moi je les utilise toujours, mais vous avez aussi la maroquinerie aussi, dans le cadre de chaussures en cuir ou même de portefeuilles, d'autres éléments. Là encore, en fait, vous allez tout trouver sur la carte des colibris et la carte du transiscope. Vous avez vraiment, suivant où est-ce que vous êtes, la distance, vous pouvez trouver des choses comme ça. Et donc tout à l'heure, on a parlé de vide dressing, ouais, effectivement. Moi, je connais pas trop ça parce que j'achète en friperie. C'est moins cher aussi, la friperie, qu'acheter ces vêtements. Bon, après, vous allez me dire si j'achète chez... comment ça s'appelle déjà Primark. Si vous achetez chez Primark, ça sera carrément moins cher, mais bon, pas sûr que ça soit très éthique. En termes aussi dans le logement, dans vos meubles, vous pouvez les fabriquer vous-même. Moi, ma maison, mes meubles, c'est du 100% cagette en fait. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mon lit, il est fait en palette. Donc, vous trouvez quelqu'un, par exemple, ou un atelier où vous pouvez poncer vous-même. Vous adhérez à l'atelier. Donc, il y a plusieurs ateliers à Toulouse. Il y a le Café Bricolo et vous avez aussi le Recyclobat. C'est 2 endroits où en fait vous adhérez et vous pouvez utiliser en fait le matériel au lieu d'acheter votre scie, acheter votre marteau. Enfin ça c'est les premiers éléments qui viennent, mais il y a énormément de choses. Il y a des mecs qui font des trucs de ouf. Il y en a qui font des. Là-bas vous pouvez trouver des gens qui font des vélos en bois par exemple. Donc ces gars-là peuvent vraiment vous aider à construire un projet, faire votre matelas et trucs comme ça. Acheter de seconde main, genre Le Bon Coin, mais bon ça vous savez je pense. Au niveau transport et divertissement, moi, j'ai pas trop d'idées, mis à part que j'aurais tendance à vous dire que, par exemple, le crayon de bois, utiliser le crayon de bois et les stylos rechargeables, enfin, c'est des trucs tout cons. Les pastels, parce qu'en fait, les crayons de couleur, les crayons de feutre, ça pollue énormément. Vous pouvez pas recycler ça, donc la pastel, c'est pas mal. Ça rappelle l'enfance en plus. En termes de papier, votre papier, par exemple, les 3 logos que vous voyez là, c'est les papiers pour dire que c'est issu d'une forêt soutenable. Le reste, en fait, ça l'est pas. Donc, en fait, vous savez pas d'où vient.
enfin plus ou moins. Vous savez pas d'où vient votre papier, si ça vient d'une forêt roumaine vieille de plus de 10 000 ans. Bon voilà, c'est pas trop cool. Sinon, en termes de le sport, moi j'ai pas trop d'exemples parce que quand on fait du sport à haut niveau, c'est difficile de trouver des objets de seconde main, mais en tout cas pour commencer un nouveau sport, c'est pas mal en fait de passer sur le bon coin. Easy Cash ou moi j'ai ma coloc qui est allée sur Recommerce. Ça c'est pas mal pour avoir des outils informatiques, un ordinateur. Mais j'aurais tendance à vous dire que pour l'ordinateur, donc acheter de seconde main ou alors acheter une unité centrale et un PC, parce que c'est facile de changer les éléments. Ouais. Comment tu dis? Trade? Ouais, donc trade discount. C'est génial, hein? Tu peux faire du commerce illégal avec. Pour les livres, au lieu d'acheter des nouveaux livres, vous pouvez aller à la bibliothèque. Il faut savoir que, c'est vrai que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas du tout une culture de bibliothèque. J'ai toujours eu tendance à acheter mes bouquins. Et j'ai pris une carte de bibliothèque. Alors, je sais plus combien ça m'a coûté, mais en plus de ça, vous pouvez faire des demandes. Pour ceux qui aiment lire, vous pouvez demander d'avoir des bouquins. Et sur 10 bouquins que j'ai fait dont j'ai fait la demande, il y en a 7 qui ont été acceptés. Donc c'est plutôt cool, quoi. Au lieu que je me farcisse genre 200 balles de bouquins, et ben en fait 17 € ou 7 €, je sais pas combien c'était. Téléphone et tout. Pour les transports, ça vous... Ah, une question. Est-ce que tu peux... Ouais. Ouais, c'est un téléphone. C'est un très vieux téléphone. Ouais, j'aurais tendance à vous dire que vaut mieux utiliser ce qu'on appelle des low-tech. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la conférence, ce sera bientôt. D'utiliser des objets à plus basse technologie, parce que plus vous allez monter en haute technologie, de performance, je parle surtout en termes de performance, et plus en fait vous allez sur des microprocesseurs qui vont être petits. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. Toujours est-il que en fait, vous allez avoir des objets performants et donc non recyclables. Après, c'est vrai que c'est ultra difficile de se passer d'un portable. Enfin, moi, je suis le premier à en avoir un. Donc, c'était un téléphone, pour répondre à ta question. Bon, les transports, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous connaissez Tisséo, il y a Vélo Toulouse, Blablacar, Blabla9. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, moi je connais la maison du vélo. Ça vous permet de réparer votre vélo. C'est super bien, ça coûte 10 € ou 5 € je crois quand on est étudiant. Et il y a tout ce qu'il faut là-bas. J'ai mis ça dans divertissement. Ça concerne les filles comme les garçons. Il y a une association à Toulouse qui vient d'ouvrir qui parle de la contraception masculine. Alors tout à l'heure, vous n'avez pas du tout évoqué en fait dans les choses impossibles. Je vais parler vraiment de contraception. Le préservatif, en fait, c'est un truc ultra polluant. Et moi, je vous invite les mecs, surtout les mecs, parce qu'en fait, je pense que ça intéresse que les filles, parce que c'est elles qui subissent ça en fait en général, tous les comprimés et tous les rendez-vous avec les médecins. Il y a un mec qui fait une conférence sur ce sujet-là, c'est super intéressant parce qu'en fait, il brise pas mal d'idées reçues autour de la contraception et du coup, en ce moment, lui, en fait, il essaye de mettre ça en place. Alors, on a de la chance parce qu'à Toulouse, on a le médecin spécialisé dedans qui fabrique lui-même qui fait fabriquer en ce moment des slips contraceptifs. Donc ça, c'est le truc écolo que j'ai trouvé dedans, qui est plutôt pas mal. Si vous avez des questions après ou pendant, là, on pourra en parler. Mais je ne suis pas spécialiste dedans, en tout cas. Donc l'association s'appelle Art Décom. Pour faire un peu de pub sur eux, ils seront là le 18 et le 19 mai au Vent se lève et au festival, le Love Festival sur Toulouse.
Moi, je vous invite vraiment à essayer de contacter, à voir avec eux, voir s'il y a d'autres événements, parce que c'est vraiment, il y a vraiment une démarche zéro déchet du coup, et une démarche un petit peu antisexiste et sur la liberté de la femme. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez des questions, mais la démarche zéro déchet, c'est vachement tourné sur réduire le jetable, composter, trier ses biodéchets, allonger la durée de vie des objets, mieux trier, mieux recycler, lutter contre le traitement des polluants et agir un levier incitatif. C'est-à-dire par exemple agir sur les mairies. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à son maire ou des gens comme ça. Sinon, ouais, j'avais dit tout à l'heure, de 10h à 18h, dimanche prochain, pardon, à Ramonville, vous avez le village des alternatives, où là, vous allez avoir aussi beaucoup de projets autour du zéro déchet. C'est vraiment pas mal, il y a vraiment énormément d'associations. Et sinon, vous avez un after-work qui est organisé par l'association tous les mercredis, tous les derniers mercredis du mois, à partir de 19h, à Toulouse. Il faut juste choper l'endroit, et il y a souvent de la sensibilisation et des ateliers. Et du coup, je vous remercie si vous n'avez pas de questions.